Une poussière de couleur ocre et très fine tourne en rond derrière la longue voiture noire. C'est comme un nuage roux qui salit la belle carrosserie brillante. La voiture avance lentement, avec hésitation, sur un chemin de terre plein de bosses. Ses pneus écrasent les cailloux avec un bruit aigu. À l'intérieur de la voiture, c'est un monde totalement différent. C'est très silencieux, comme dans une église. On entend seulement le léger bruit de la climatisation. L'air sent le cuir neuf et un léger parfum de citron. Karim est assis à l'arrière. Il regarde par la fenêtre sombre le paysage qui passe. C'est un paysage qu'il n'a pas regardé depuis presque 10 ans. Il voit les collines sans herbe, les oliviers tordus par le vent, les petites maisons aux murs abîmés. Tout cela lui serre la gorge. Il sent un mélange de nostalgie et d'un mépris dont il a honte. À côté de lui, il y a Élise. Elle est parfaite. Sa robe en lin blanc est très élégante. Ses cheveux blonds sont attachés en un chignon simple. Ce chignon a coûté très cher. Elle regarde le paysage avec une curiosité polie, comme si elle visitait un parc naturel. C'est plus rustique que ce que j'imaginais, dit-elle doucement, sans méchanceté. Elle constate juste un fait. Karim lui a parlé de ses origines avec des mots vagues. Il a parlé d'un village modeste, d'une jeunesse simple. Il n'a pas parlé de la vraie pauvreté, de l'odeur de fumée, du sentiment d'être enfermé. Ce voyage est un caprice de sa part. Il veut lui montrer la très grande distance qu'il a parcourue. Il veut aussi se le prouver à lui-même. Pour lui, le succès n'est vraiment bon que quand on peut le regarder depuis l'endroit très bas d'où l'on est parti. La voiture passe dans un grand trou sur la route. Le chauffeur grogne. Et c'est à ce moment, avec cette secousse, que le monde de Karim s'écroule. Alors qu'il se rattrape sur son siège, son regard est attiré par un mouvement sur le côté du chemin. Une silhouette de femme se dessine contre la lumière forte de l'après-midi. Elle marche lentement. Elle est courbée sous un énorme tas de branches mortes. Le tas de bois est si gros qu'il semble vouloir l'écraser. Le bois sec cache presque son visage et ses épaules. On ne voit qu'un dos courbé et des jambes nues, couvertes de poussière. Elle avance avec une détermination qui semble épuisée. Et à ses côtés, il y a 2 petites ombres. 2 garçons. Ils portent chacun un morceau de bois plus petit, serré contre leur poitrine. Leurs petits visages sont sérieux. Ils sont concentrés sur l'effort. Le cœur de Karim fait un bond fou dans sa poitrine, puis il a l'impression que son cœur s'arrête. Un froid intense se propage dans son dos. La voiture se rapproche, en roulant maintenant très lentement. Le visage de la femme, d'abord caché, apparaît de profil quand elle tourne un peu la tête. Karim voit la courbe de sa joue, la forme de son nez. Un souvenir ancien et très puissant le frappe de plein fouet. Puis, alertée par le bruit inhabituel du moteur, elle se tourne complètement. C'est Leïla. Karim a l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Les années ont passé. Elles ont creusé des rides au coin de ses yeux. Elles ont assombri son teint qui était autrefois lumineux. La fatigue, une fatigue qui semble venir des os, est marquée sur son visage. Mais c'est elle. Sans aucun doute. Et les enfants. Karim baisse les yeux vers eux, et le sol semble se dérober sous lui. L'aîné a les cheveux noirs en désordre et des yeux sombres et vifs. C'est le portrait exact de Karim quand il avait 7 ans. Le plus jeune, plus menu, a le même nez fin que Leïla, mais la même forme de bouche que lui. Le temps semble se déformer. Le bruit du moteur s'éteint dans ses oreilles. Il voit le plus petit, Samy, trébucher sur une pierre. Le tas de bois est posé avec un soupir qu'on entend même à travers la vitre fermée. Leïla se penche, avec une douceur infinie, pour le relever. Elle essuie la poussière sur son genou avec le coin de son fichu. Puis, son regard à elle, ce regard qui l'aimait tant, se lève et rencontre la surface noire de la vitre teintée. Elle plisse les yeux. Elle ne peut rien voir à l'intérieur. Mais quelque chose doit la traverser, une sorte d'intuition. Elle se fige. Elle est debout au milieu du chemin, son tas de bois à ses pieds, les enfants collés contre ses jambes. Elle fixe la limousine comme on fixe un animal dangereux qu'on ne connaît pas. Et Karim, l'homme qui gère des millions, qui commande des équipes entières, reste paralysé. La sueur perle sur ses tempes. Il est prisonnier de sa propre forteresse de verre et d'acier. Il est terrassé par le spectre très réel de sa trahison. Arrête la voiture. Ces mots jaillissent de ses lèvres dans un souffle rauque, avec une voix méconnaissable, étranglée par une émotion trop longtemps retenue. Le chauffeur, qui est professionnel, obéit sans un mot.
Il fait doucement glisser la voiture sur le côté herbeux du chemin. Le silence qui tombe alors est plus lourd que tous les silences qu'il a jamais connus. « Karim, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tout pâle. » La voix d'Élise est teintée d'une inquiétude réelle. Cette voix le fait sursauter. Il sent la pression de sa main sur son avant-bras. C'est une main fine, avec des ongles parfaits. Ce contact, qui est habituellement réconfortant, lui paraît soudain insupportable, comme une brûlure. Il se dégage d'un mouvement brusque, presque involontaire. « Rien. Attends-moi ici. » Il actionne la commande. La portière s'ouvre avec un bruit sourd. L'air du dehors l'envahit. C'est un air chaud, lourd, chargé d'odeurs oubliées. L'odeur de la terre cuite par le soleil, l'odeur du thym écrasé, l'odeur d'une fumée de bois lointaine, et cette senteur aigre-douce des figuiers qui ont des fruits. Ce parfum lui monte directement à la tête. Il réveille une foule de souvenirs qu'il croyait morts et enterrés. Des rires dans la cour, le goût du pain chaud, la voix de sa mère qui l'appelle pour le dîner. Et surtout, le parfum de Leïla, un mélange de savon de Marseille et de fleurs d'oranger. Ses chaussures en cuir souple, des chaussures sur mesure, s'enfoncent dans la poussière fine qui recouvre le chemin. Elles laissent des empreintes profondes et qui ne sont pas à leur place ici. Chaque pas vers elle est une épreuve. Leïla ne bouge pas. Elle le regarde approcher. Son visage est comme un masque de pierre usé par les intempéries. Elle a rajusté son fichu sur ses cheveux. C'est un geste machinal de pudeur et peut-être de défense, comme pour se protéger du regard de cet étranger. Les deux garçons, Yanis et Samy, se sont agrippés à ses jambes. Leurs grands yeux sombres scrutent l'inconnu avec une méfiance instinctive. Karim s'arrête à quelques mètres. Il est incapable de franchir les derniers mètres qui le séparent d'elle. Le mot qu'il prononce est à peine audible. Il est arraché du plus profond de ses entrailles. Leïla. Juste son prénom. Mais dans sa bouche, après toutes ces années de silence, après tous les mensonges, ce simple nom pèse une tonne. Il sonne comme une accusation, une confession, une prière. Elle hoche lentement la tête, une fois, sans sourire. Ses yeux noirs et profonds dans lesquels il aimait en plonger, font le tour de sa personne. Il parcourt le costume en laine fine qui épouse ses épaules, la montre au cadran serti qui scintille à son poignet, la coupe impeccable de ses cheveux qui grisonnent aux tempes. Puis son regard glisse derrière lui, vers la limousine noire, ce monstre paisible et menaçant, et vers la silhouette d'Élise, maintenant debout à côté du véhicule. Élise met une main devant ses yeux pour les protéger du soleil. Elle est belle et lointaine comme une statue de marbre dans ce décor de terre et de poussière. La compréhension apparaît dans le regard de Leïla. Ce n'est pas une explosion de surprise ou de colère. C'est une lueur lente, triste, d'une résignation absolue. Elle comprend tout, sans qu'un mot ne soit prononcé. Elle voit la fiancée, la voiture, l'élégance distante. Elle voit la vie qu'il s'est construite, une vie dont elle et les enfants sont totalement absents. Alors c'est vrai, murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Sa voix est un peu éraillée par la poussière et le manque d'habitude à parler fort. Il disait au marché. Il disait que Karim, le fils du vieux Hassan, était devenu un grand monsieur en ville. Qu'il parlait au ministre. Qu'il avait des immeubles à son nom. Je pensais qu'ils exagéraient. Un des enfants, Yanis, le plus grand, tire sur sa robe. « Maman, c'est qui ?» demande-t-il à voix basse. Mais le silence est tel que la question résonne comme un coup de gong. Karim ouvre la bouche. Son cerveau, habitué à trouver les arguments les plus retors, les formulations les plus convaincantes, est vide. Complètement vide. Que peut-il répondre? Astérisque, je suis ton père astérisque? Après 10 ans d'absence? Astérisque, je suis un ami astérisque? Devant cette ressemblance criante? Il reste muet, cloué sur place par la simplicité brutale de la question. C'est à ce moment qu'Élise s'avance. Son sourire est un prodige de politesse mondaine, mais il est crispé au coin, et ses yeux, d'un bleu si clair, sont devenus froids comme de la glace. Elle a tout vu. La ressemblance. Le choc de Karim. La détresse muette de Leïla. Karim, chéri, tu vas nous présenter. Sa voix est douce, mais le « chéri » tombe comme un glaçon entre eux. Le fossé entre les deux mondes n'a jamais été aussi palpable, aussi large qu'un grand canyon. Leïla, pour la première fois, regarde Élise. Ce n'est qu'un bref coup d'œil, rapide, presque furtif. Elle ne lui adresse pas la parole. Elle revient à Karim, comme si Élise n'était qu'un détail sans importance dans le drame qui se joue. Ils s'appellent Yanis et Samy, dit-elle, d'une voix plate,
neutre, comme si elle récitait une liste de courses. Yanis a 6 ans. Il est né en septembre. Samy en a 5. Il aura 6 ans dans 2 mois. Elle laisse ces informations planer dans l'air chaud et immobile. Chaque âge est une année de vie, une année d'anniversaire manqué, de nuits de fièvre supportées seule, de premiers pas qu'il n'a pas vus. Chaque mot est un clou enfoncé dans le cercueil de ses excuses futures. Puis, avec un soupir qui semble venir du fond des âges, elle se penche pour ramasser son tas de bois. Ses bras tremblent légèrement sous l'effort. Samy tousse depuis une semaine. La nuit, c'est pire. Je dois rentrer lui faire une infusion de thym et de miel. Elle énonce les faits de sa vie, une toux, du thym, du miel. Ce sont des remèdes de pauvres. Pas de médecin privé, pas de sirop coûteux, pas de chambre stérile. Sa réalité est là, tangible, dans ce tas de bois et cette inquiétude de mère. Elle leur tourne le dos, ou plutôt, elle tourne le dos à leur monde. Viens, les enfants. Et elle se remet en marche, lentement, le dos voûté sous le poids. Les 2 petits garçons jettent des regards en arrière, perplexes, avant de courir pour la rattraper. Le retour dans la limousine est un exercice de torture silencieuse. L'air est devenu glacial. La climatisation souffle à pleine puissance. Élise s'est assise, raide comme un piquet. Elle tourne la tête pour regarder par l'autre fenêtre. « Conduis, s'il te plaît », dit Karim au chauffeur d'une voix atone. Pendant les 20 minutes qui suivent, personne ne parle. Le paysage défile, mais Karim ne le voit plus. Il ne voit que le visage de Leïla, la toux sèche de Samy, la méfiance dans les yeux de Yanis. Il sent le poids du regard d'Élise, même si elle ne le regarde pas. C'est un poids physique, une pression sur son crâne. Quand ils arrivent enfin à leur destination, une maison d'hôte, de charme, qu'il a réservée dans la ville la plus proche, Élise sort de la voiture avant même que le chauffeur n'ait ouvert sa portière. Elle monte les marches de l'entrée, son sac à main serré contre elle, et disparaît à l'intérieur sans un mot. Karim la suit, les jambes lourdes. La suite est magnifique, avec des murs en tas de lactes, des lanternes marocaines, une vue sur une cour intérieure plantée d'orangers. Élise se tient au centre de la pièce, les bras croisés. Elle a enlevé ses lunettes de soleil. Son visage est pâle. Bon. Maintenant, Karim. Tu vas me dire la vérité. Tout de suite. Qui est cette femme? Qui sont ses enfants? Sa voix est calme, trop calme, et c'est cela qui est effrayant. Karim sent la panique monter, une panique froide et rationnelle qui cherche une issue, un mensonge crédible. Il prend une grande inspiration. C'est une vieille connaissance. Du village. Des temps très anciens. Avant que je ne te rencontre. Une connaissance, répète Élise, en détachant chaque syllabe. Ses enfants lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau, Karim. L'aîné est ton portrait craché. Arrête de m'insulter. Qui est-elle? Le mensonge s'effiloche. Il tente une autre approche, plus proche de la vérité, mais édulcorée. Nous avons eu une relation. Il y a très longtemps. Elle a dû partir. Nous avons perdu contact. Je ne savais pas. Pour les enfants. Je te jure, Élise, je ne savais pas. Il voit dans ses yeux qu'elle ne le croit pas. Pas entièrement. Tu n'as jamais cherché à savoir? Tu as eu une relation avec une femme, et tu es parti sans jamais te retourner? Sans jamais vérifier si. Elle secoue la tête, dégoûtée. Ce n'est pas l'homme que je croyais connaître. Cette phrase, plus que tout, le frappe en plein cœur. L'homme qu'elle croyait connaître était une construction, un personnage qu'il avait joué à la perfection. L'homme réel, celui qui avait abandonné Leïla et ignoré ses propres enfants, était un étranger répugnant, même à ses propres yeux. Ils passent la nuit dans un silence hostile, chacun dans un lit séparé de la chambre majestueuse. Karim ne dort pas. Il fixe les ombres des moucharabiers qui dansent sur le mur au gré du vent nocturne. Les fantômes du passé viennent le hanter. Ils reviennent en foule, ses souvenirs. D'abord doux, presque douloureux de tendresse. Leïla, à 18 ans, rit aux éclats près du vieux puits. Ses dents sont très blanches contre sa peau mate. Elle travaille à la coopérative agricole, elle trie les olives. Le soir, elle sent l'huile et le soleil. Ils se retrouvent en cachette, car leurs familles ne sont pas d'accord. Elle lui glisse des oranges volées dans son sac. Elle écoute, fascinée, ses rêves de grandeur. Tu es intelligent, Karim. Plus intelligent que tous ici. Tu es fait pour autre chose que ces champs et ces moutons, lui dit-elle, ses yeux brillants de conviction.
Elle croit en lui d'une foi absolue, aveugle. C'est elle qui a déniché l'annonce pour ce petit poste d'assistant dans un bureau de la capitale. C'est un salaire de misère, une chambre de bonne. Mais c'est une porte. Elle a économisé pendant des mois, sou par sou, sur son maigre salaire, pour lui offrir une valise neuve et un costume propre, le premier vrai costume de sa vie. Tu dois faire bonne impression, a-t-elle insisté, en lissant le tissu bon marché sur ses épaules. Le jour de son départ, elle est venue le voir à l'aube. Elle n'a pas pleuré. Elle lui a serré la main très fort. Vas-y, réussis. Et quand tu seras stable, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas. Elle n'a pas fini sa phrase. Je t'attendrai, a-t-elle ajouté finalement, avec un sourire tremblant. Et il est parti, le cœur léger, plein d'une ambition brûlante qui consumait tout sur son passage, y compris la mélancolie des adieux. Les premiers mois, il appelle chaque dimanche depuis la cabine publique. Il lui raconte la ville, les grands bâtiments, le métro qui gronde, la foule anonyme. Elle écoute, ravie, pose 1000 questions. Elle lui envoie des lettres, parfumées à la fleur d'oranger, avec des nouvelles du village, des potins, des mots doux maladroits. Puis, lentement, le rythme change. Il est fatigué. Il doit travailler le week-end. Il sort avec des collègues, découvre les bars, les restaurants, un monde où l'on parle d'autre chose que des récoltes et des mariages. Ses appels deviennent plus courts, plus espacés. Les lettres de Leïla s'entassent sur sa table de nuit, non ouvertes, parce qu'il n'a pas le temps. Le décalage entre leurs vies devient un abîme qu'il ne cherche plus à franchir, mais à élargir. Puis vient elle, incident, pratique, son téléphone portable est volé dans le métro. Il en rachète un nouveau, avec un nouveau numéro. Il ne le lui donne jamais. C'est plus simple ainsi. Une coupure nette, propre. Comme tourner une page. Il peut se concentrer sur son ascension, qui est rapide et impitoyable. Il apprend non seulement le métier, mais les codes, quelle cravate porter, quel vin commander, comment parler d'un air détaché de choses qui coûtent une fortune. Il apprend aussi à mépriser subtilement ce qu'il a été. Son accent du village, qu'il travaille à effacer. Ses manières, qu'il polit. Son passé, qu'il réécrit. Il rencontre Élise 3 ans plus tard, lors d'une vente aux enchères caritatives pour une fondation artistique. Elle est le parfait produit de ce monde nouveau. Indépendante, galeriste à succès, cultivée, issue d'une famille aisée qui lui a ouvert toutes les portes tout en lui laissant la liberté de se construire. Avec elle, aucune explication gênante à fournir. Aucun village poussiéreux à évoquer. Elle aime l'homme qu'il est devenu, l'homme ambitieux, sûr de lui, au passé mystérieux mais élégamment taiseux. Il invente une biographie lisse, acceptable. Parents décédés jeunes dans un accident, éducation par un oncle éloigné à l'étranger, une ascension solitaire et méritante. Il se construit un homme nouveau, né tout armé du cerveau et de la volonté, sans attache encombrante. Et Leïla. Leïla devient un fantôme, un regret vaguement honteux qu'il refoule au plus profond de lui, une tache d'huile sur le costume immaculé de sa nouvelle vie. Il a, 1 ou 2 fois, envoyé de l'argent de manière anonyme, par l'intermédiaire d'un cousin éloigné qu'il a grassement payé pour son silence et son efficacité discrète. Mais il ne s'est jamais renseigné sur elle. Jamais demandé comment elle allait. S'il y avait des conséquences. La culpabilité, s'il en ressent, est immédiatement étouffée par le mantra de sa réussite et la conviction que le passé est derrière lui, mort et enterré. Les jours qui suivent la confrontation sur la route sont un cauchemar éveillé. Incapable de se concentrer sur le moindre dossier, rongé par une anxiété sourde et permanente qui lui tord les entrailles, Karim retourne au village seul, 1 semaine plus tard. Il laisse la limousine à l'entrée du chemin, comme pour expier symboliquement son intrusion, et il marche. Le soleil tape dur. Il transpire sous son costume léger. Il trouve la maison sans difficulté, elle est toujours là, au bout du sentier, mais elle semble encore plus petite, plus délabrée qu'il ne s'en souvient. Le toit de tôle ondulé est rouillé par endroits, une fenêtre est bouchée avec un carton. Le petit jardin potager qui a été l'orgueil de la mère de Leïla est à l'abandon, envahi par les mauvaises herbes. Un poulain squelette attaché à un piquet broute un coin d'herbe rare. Un sentiment d'écrasante tristesse l'envahit, plus forte que la honte. Il frappe à la porte, un bois fendillé par le soleil, et son cœur bat à tout rompre contre ses côtes. C'est Yanis, l'aîné, qui ouvre. Le garçon le dévisage sans un mot, ses grands yeux sombres empreints d'une gravité qui n'a rien d'enfantin. « Ta maman, elle est là ?» demande Karim, la voix étranglée. L'enfant secoue la tête. Elle est à la fontaine. Pour l'eau. Puis, sans autre forme de politesse,
il referme doucement mais fermement la porte. Karim reste planté là, devant cette porte fermée. Il se sent plus misérable, plus rejeté que lors du pire échec commercial, du coup de fil le plus humiliant. Il recule et s'assied sur une grosse pierre plate devant la maison, celle qui servait autrefois de banc. Il attend. Le temps s'étire, brûlant et immobile. Il voit des voisins passer au loin, le regarder avec curiosité puis détourner vite les yeux, chuchoter entre eux. Il est un spectacle, une anomalie. Enfin, Leïla apparaît au bout du chemin, courbée sous le poids de 2 seaux en plastique jaune, remplis à ras-bord d'une eau qui déborde à chaque pas difficile. La corde des seaux lui scie les paumes. En le voyant, elle ne paraît ni surprise, ni effrayée, ni même énervée. Son visage reste cette même mosaïque de fatigue résignée. Elle pose les seaux avec un grognement étouffé, essuie ses mains sur son pagne, et déverrouille la porte sans le regarder. Entre, si tu veux. Il fait moins chaud à l'intérieur. L'invitation est sans chaleur, purement utilitaire. L'intérieur est d'une pauvreté qui lui serre le ventre. C'est propre, méticuleusement propre. Le sol de terre battue est balayé, les quelques ustensiles de cuisine alignés avec soin sur une planche. Mais la misère est là, dans les murs nus aux enduits tombés, dans le mobilier usé jusqu'à la corde, une table bancale, 2 chaises dont une avec le siège fendu recousu grossièrement, une étagère faite de planches et de briques. Dans un coin, une natte de jonc usé sert vraisemblablement de lit. Et sur cette natte, enroulée dans une couverture mince malgré la chaleur, Samy est assis, le visage rouge et congestionné. Son souffle est court, sifflant, entrecoupé de quintes de toux sèches qui semblent lui déchirer la poitrine. Le bruit est atroce. Il n'y a pas de médecin ici, dit Leïla en versant de l'eau dans une petite casserole sur un réchaud à gaz camping rudimentaire. Le poste de santé du village, l'infirmier est parti il y a 2 ans. Personne ne l'a remplacé. La pharmacie la plus proche est à 30 km, et le taxi collectif ne passe que le mercredi. Chaque phrase est dénuée de reproches explicites, mais chacune est un coup de marteau. Elle décrit simplement le système dans lequel elle survit, un système où un enfant malade est un risque calculé, une course contre la montre avec des moyens dérisoires. Karim sort son téléphone, un objet ultramoderne qui paraît absolument surréaliste dans ce décor. Je vais appeler un médecin. Je vais le faire venir. Tout de suite. Leïla hausse les épaules, un mouvement d'une infinie lassitude. Fais comme tu veux. Elle ne croit pas qu'il le fera. Ou peut-être s'en moque-t-elle. Karim compose le numéro de son assistant particulier, à des centaines de kilomètres de là. Sa voix reprend son timbre habituel, autoritaire, coupant. Marc, écoute-moi. J'ai besoin d'un pédiatre, le meilleur de la région, ici, dans le village, dans les 2 heures. Arrange-toi. Quel que soit le prix. Et qu'il apporte tout ce qu'il faut. Il donne les indications approximatives. Il raccroche. Le silence retombe, plus lourd que jamais, seulement brisé par la toux déchirante de Samy. Leïla prépare une infusion, écrase des brins de thym entre ses doigts. L'argent du cousin, c'était toi? Demande-t-elle soudain, sans le regarder. Karim sursaute. Le cousin. L'intermédiaire. Oui, avoue-t-il, la gorge serrée. Parfois. Elle hoche la tête. Je m'en doutais. C'était toujours après qu'on parlait de toi au marché. Comme une conscience qui se réveillait. Ça payait les cahiers pour l'école. Parfois la farine. Elle ne dit pas merci. L'argent, jeté de si loin, avec tant de lâcheté, ne mérite pas de remerciement. C'est une insulte, pas une aide. Le médecin arrive en moins de 3 heures, au volant d'un 4x4 tout-terrain poussiéreux. C'est un homme d'une 50aine d'années, l'air compétent et légèrement intrigué par cet appel qu'il a tiré de sa consultation en ville. Sa présence dans la pauvre maison est une anomalie totale. Il examine Samy avec une douceur professionnelle, ausculte sa poitrine, prend sa température. Pneumonie débutante, diagnostique-t-il. Elle n'est pas encore très avancée, mais dans ces conditions. Son regard fait le tour de la pièce, s'attardant sur l'humidité qui suinte au bas du mur, sur l'absence de ventilation. Il faut absolument l'emmener dans un environnement plus sain. Et commencer un traitement antibiotique immédiatement. Il administre une première injection et laisse des médicaments, des instructions précises. Karim signe un chèque d'un montant qui fait à peine hausser un sourcil au médecin, habitué sans doute aux caprices des riches. Mais tandis que l'homme repart, Karim reste avec le sentiment cuisant que l'argent, ici, est une solution superficielle, un pansement sur une hémorragie interne.
Il ne peut pas acheter les années de présence perdue. Il ne peut pas effacer la méfiance qui voile le regard de Yanis, ni la tristesse résignée dans les yeux de Leila. L'enfant, soulagé par l'injection, s'endort enfin d'un sommeil moins agité. Leila s'assied au bord de la natte, épuisée, et regarde Karim. « Pourquoi maintenant ?» demande-t-elle, et cette fois, il y a une vraie question, une recherche de sens dans sa voix. « Pourquoi revenir après tout ce temps ? Pour te montrer à elle ? Pour te prouver quelque chose ?» Karim cherche une réponse honnête, mais il n'y en a pas de simple. « Je ne sais pas », finit-il par avouer. « Je voulais montrer d'où je venais. Mais je ne savais pas que toi, vous. Il ne peut pas finir. Que nous existions encore, achève-t-elle, d'une voix douce et terrible. Elle se lève, s'approche de la fenêtre, regardant le soir tomber sur les collines. « Tu sais, au début, j'ai attendu. Vraiment attendu. Puis j'ai compris. Tu ne reviendrais pas. Alors j'ai fait avec. Mes parents sont morts. La maison est à moi, mais elle tombe en ruine. La coopérative a fermé. Je fais des lessives pour les femmes du bourg voisin. Je vends des œufs. Je ramasse du bois. C'est une vie. Elle est dure, mais c'est une vie. Eux. Elle désigne les enfants d'un mouvement de tête, sont tout ce que j'ai. Et ils n'ont jamais manqué d'amour. Seulement de tout le reste. Les semaines qui suivent sont un chaos intérieur pour Karim. De retour en ville, la rupture avec Élise est consommée, publique, et d'une élégance cruelle. Elle ne crie pas, ne pleure pas. Elle fait une déclaration à la presse People, parlant de « divergence de valeurs irréconciliables » et de « découverte de circonstances antérieures non divulguées ». Les réseaux sociaux et la presse financière s'emparent de l'affaire avec délice. Le milliardaire aux enfants cachés, le self-made man rattrapé par son passé, la fiancée quitte le magnate après la découverte d'une famille dans un village pauvre. Son image soigneusement construite se fissure. Certains partenaires d'affaires, gênés par le scandale et le côté sordide de l'histoire, s'éloignent discrètement. D'autres, plus cyniques ou plus sentimentaux, le trouvent soudain plus humain, plus intéressant. Le conseil d'administration est agité, inquiet pour la valeur de l'action. Karim, lui, est déchiré en deux. Une partie de lui, ancienne, profonde, presque atavique, est irrésistiblement attirée par ce foyer, par ce devoir brutal et évident qui crie son nom. C'est une attirance mêlée d'une honte si profonde qu'elle en est paralysante. Une autre partie, celle forgée par des années de lutte solitaire et de jouissance du pouvoir, panique à l'idée de tout perdre, de sombrer dans ce passé de misère et de boue qu'il a fui au prix d'un reniement total. Il essaie d'abord de gérer la situation à distance, comme il gère tout, avec de l'argent et de la délégation. Il envoie des sommes considérables sur un compte qu'il ouvre pour Leila. Il paie une entreprise du chef-lieu pour la rénovation complète et urgente de la maison. Du jour au lendemain, le chantier s'installe, des ouvriers, des camions de matériaux, le bruit des marteaux-piqueurs et des scies. C'est invasif, violent. On change le toit, on refait les enduits, on installe l'électricité et une citerne d'eau, on pose un carrelage neuf, froid et impersonnel. Il fait livrer des meubles neufs, d'un style urbain qui jure avec l'environnement. Un canapé en cuir, une table basse en verre, des lits superposés aux couleurs vives pour les enfants. Il fait installer une télévision par satellite, un réfrigérateur dernier cri. Il achète des montagnes de jouets sophistiqués, des consoles de jeux, des vélos tout-terrain. Un jour, il arrive au volant d'une berline confortable, neuve, qu'il gare devant la maison maintenant relookée. « Pour toi », dit-il à Leila, lui tendant les clés. « Pour les courses, pour emmener les enfants chez le médecin. » Elle regarde la voiture, objet brillant et menaçant, puis le regarde. Son visage n'exprime rien. « Je ne sais pas conduire, Karim », dit-elle simplement. Et elle tourne les talons pour rentrer à l'intérieur. Le rejet est total, absolu. Il n'est pas question de fierté mal placée, mais d'une incommensurable distance. Ses tentatives pour racheter une normalité, pour soudoyer une rédemption, échouent les unes après les autres, aussi pitoyables qu'inefficaces. Yanis et Samy sont d'abord intimidés par cette avalanche de cadeaux. Ils jouent avec les emballages cartonnés plus longtemps qu'avec les jouets eux-mêmes. Ils regardent cet homme, ce père fantôme qui débarque le week-end avec des paquets, pose des questions gauches et maladroites. À l'école, ça va ? Vous avez des copains ? Et repart le soir vers sa vie mystérieuse, avec la gêne palpable de quelqu'un qui ne sait pas comment être. La véritable prise de conscience, le pivot qui fait basculer tout l'édifice de ses certitudes, arrive lors d'un incident en apparence banal, des mois après la première rencontre. Samy,
finalement guéri de sa pneumonie grâce aux médicaments et aux soins insistants, est redevenu un petit garçon vif, espiègle, d'une curiosité insatiable. Un après-midi de printemps, alors que Karim est assis sous le vieux figuier devant la maison rénovée, il n'ose plus s'asseoir sur la pierre. En train de répondre fébrilement à des emails sur son téléphone, l'enfant s'approche. Il observe longuement l'écran lumineux, puis son regard se porte sur la cravate de soie que Karim a desserrée. Il tend une main timide et touche le tissu. C'est doux, murmure-t-il, émerveillé par cette texture inconnue. Puis il lève les yeux vers lui, et pose la question qui tourne sans doute dans sa tête depuis des mois. « Tu es vraiment mon papa ?» La question est directe, claire, désarmante de simplicité. Karim sent une chaleur étrange lui monter aux yeux. Il pose son téléphone, cet objet qui le relie à son autre vie, comme on pose une arme. « Oui, Samy. Je suis vraiment ton papa. » L'enfant réfléchit, son petit front se plissant sous l'effort de la pensée. « Pourquoi tu n'étais pas là avant ?» Il n'y a pas d'accusation dans sa voix, pas de colère. Juste une profonde curiosité, le besoin de comprendre l'incompréhensible. Karim cherche désespérément une réponse. Toutes celles qui lui viennent à l'esprit, le travail, les voyages, les obligations, la distance lui paraissent soudain creuses, mensongères, indignes de la sincérité de cette question d'enfant. Il cherche en lui, plus profond, et trouve une vérité nue, terrible. Je me suis perdu, Samy, finit-il par dire, la voix rauque. Je suis parti loin, et je me suis perdu. Et j'ai mis très longtemps à retrouver le chemin pour rentrer à la maison. Cette métaphore, il ne sait pas si l'enfant la comprendra. Samy le regarde intensément, semblant peser chaque mot. Puis, il hoche la tête gravement, comme si cette explication lui paraît finalement plausible, plus crédible que toutes les excuses d'adulte. Sans ajouter un mot, sans invitation, il grimpe sur les genoux de Karim et se blottit contre sa poitrine. Le poids de l'enfant contre lui, sa chaleur, son odeur de savon simple et de terre séchée. C'est la sensation la plus concrète, la plus réelle, la plus vraie qu'il ait éprouvée depuis des années. Une émotion brute, primitive, le submerge. Il enlace Samy, doucement, fermement, et ferme les yeux, respirant l'odeur de ses cheveux. Dans ce silence partagé, sous le figuier, il comprend enfin, viscéralement. Il ne s'agit plus de réparer une erreur avec un chéquier, de colmater une brèche avec des objets. Il s'agit de construire quelque chose, patiemment, à partir de presque rien. Et pour ça, il faut être présent. Physiquement. Émotionnellement. Même si c'est inconfortable, embarrassant, douloureux. Même si on ne sait pas comment faire, même si on a peur. Cette révélation le conduit à une décision radicale, impensable quelques mois auparavant. Il convoque son conseil d'administration et annonce qu'il prend un congé prolongé, pour raisons personnelles et familiales impérieuses. Il désigne un directeur général intérimaire en qui il a confiance, et installe un bureau temporaire, minimaliste, dans la ville la plus proche du village, à 1 heure de route. Il délègue l'essentiel de ses responsabilités opérationnelles, ne gardant que les décisions stratégiques majeures, qu'il traite le matin très tôt. Et il loue, pour une durée indéterminée, une petite maison simple mais propre, à l'entrée du village. Pas dans la maison rénovée de Leïla. Pas avec elle. À côté. À proximité. Les premiers jours de cette nouvelle vie sont étranges, presque comiques de maladresse. L'homme en costume, habitué aux salles de réunion climatisées, essaie de faire chauffer de l'eau pour son café sur une cuisinière à gaz bon marché, se brûle les doigts, rate son café. Il se perd sur les sentiers qu'il croyait pourtant connaître, et salué avec une méfiance polie, teintée de curiosité moqueuse, par les villageois qui le voient déambuler en tenue de ville incongrue. Il doit apprendre à se lever avec le soleil, au concert des coqs et des braiements d'âne, plutôt qu'au bip de son réveil intelligent. Le bruit incessant et vivant du village remplace le silence feutré de son pentouse. Il commence par des rituels simples. Chaque matin, il va frapper à la porte de Leïla pour accompagner les enfants à l'école. Une promenade de 15 minutes qui devient le moment le plus précieux de sa journée. Il écoute, vraiment écoute, leurs histoires décousues, leurs disputes puériles, leurs rires cristallins. Il apprend les noms de leurs amis, de leur institutrice, du chien errant qui les suit parfois. Il aide Yanis, l'aîné, sérieux et appliqué, avec ses devoirs de mathématiques, découvrant avec une fierté idiote et neuve que son fils est vif, doué, qu'il a soif d'apprendre. Il joue au ballon avec Samy dans la cour de la maison louée, tombe, se salit sans même y penser, retrouvant des réflexes d'enfance qu'il croyait morts.
Il n'essaie plus d'acheter leur affection par des cadeaux spectaculaires. Il offre parfois un livre, un ballon neuf, mais c'est intégré à la normalité des choses. Il est simplement là. Présent. Parfois, il aide Leila pour des tâches purement matérielles, pratiques. Porter des sacs de provisions trop lourds depuis l'épicerie du bourg, réparer une étagère qui menace de tomber, négocier avec le propriétaire d'un champ voisin pour qu'il cesse de laisser son bétail brouter près du potager qu'elle a recommencé à cultiver péniblement. Leurs échanges sont brefs, pratiques, dénués de tout sentimentalisme. Ils ne parlent pas du passé. Elle non plus. Mais la glace, lentement, imperceptiblement, commence à fondre. Un soir, alors qu'il ramène les enfants d'une promenade, elle l'invite à rester pour dîner. Pas avec des mots chaleureux, mais d'un « tu peux rester manger si tu veux », jeté comme une évidence. Le repas est simple, une soupe de légumes du jardin, du pain frais, des olives. Ils mangent en silence d'abord, un silence moins lourd qu'avant, puis les enfants, excités par la présence inhabituelle de leur père à table, se mettent à raconter leur journée, brisant la tension. Leila le regarde, à travers la table, une lueur indéchiffrable dans les yeux. Elle ne lui a toujours pas pardonné. Elle ne parle jamais de sa souffrance, de sa solitude, des nuits d'angoisse. Mais elle ne le chasse plus. Elle tolère sa présence. C'est un début. Infime, fragile, mais un début. L'épreuve décisive survient une nuit d'hiver, plusieurs mois après son installation. Une tempête d'une violence rare s'abat sur la région. La pluie tombe en rafales horizontales, fouettant les vitres, le vent hurle dans les arbres, faisant craquer le toit de sa petite maison. Son téléphone sonne au milieu de la nuit, déchirant le vacarme. C'est Leila. Dans sa voix, pour la première fois, il perçoit une inquiétude nue, une peur qui dépasse la fierté et le ressentiment. C'est Yanis, dit-elle, à peine audible sur la ligne grésillante. Il brûle de fièvre. Il dit des choses, il délire. Karim n'hésite pas une seconde. Il enfile un jean et un pull, attrape une lampe torche et court dans la tempête. La pluie glacée le transperce instantanément. Il lutte contre le vent pour parcourir les 100 mètres qui le séparent de la maison. Leila lui ouvre, le visage décomposé par l'angoisse. Yanis gît sur son lit, le visage écarlate, le corps secoué de tremblements. Il parle dans son sommeil, des mots incohérents. Il touche son front, c'est une fournaise. Le vieux médecin du village, celui qui soigne les rhumes et les entorses, ne répond pas au téléphone. Les routes de montagne seraient impraticables, glissantes, dangereuses pour une ambulance venue de la ville. Sans réfléchir, emporté par un instinct paternel qu'il découvre en même temps qu'il l'applique, Karim enveloppe l'enfant brûlant dans une couverture épaisse. Prends Samy, habille-le chaudement. On y va. Il prend Yanis dans ses bras, un poids inerte et brûlant, et sort sous la pluie battante. Leila, sans un mot, emmitoufle Samy encore endormi et l'essuie. La berline neuve est garée plus loin, sur une portion plus stable. Ils y parviennent, trempés, haletants. Karim installe Yanis à l'arrière, la tête sur les genoux de Leila. Il conduit comme un forcené sur les routes noires et luisantes, les essuie-glaces luttant vainement contre l'averse, les virages pris au feeling dans un crissement de pneus. Leila, à l'arrière, ne dit rien. Elle tient la main brûlante de son fils, murmure des paroles douces, apaisantes, tout en serrant Samy contre elle. Dans les reflets du rétroviseur, Karim voit son visage dans l'obscurité, éclairé par les éclairs intermittents. C'est un masque de terreur pure, une peur qu'elle a sans doute connue seule, bien des fois, avec des issues moins certaines. Cette vision le transperce plus profondément que tout. À l'hôpital de la sous-préfecture, ce sont des heures interminables d'attente angoissante dans un service de pédiatrie débordé, bruyant, impersonnel. Karim utilise son nom, son influence restante, pour tenter d'accélérer les choses. Mais même l'influence a ses limites face à la pénurie de personnel, face à la file d'attente des urgences un soir d'intempéries. Il voit l'impuissance de l'argent dans ce couloir au mur vert pâle écaillé. Il voit la peur dans les yeux de Leila se transformer en une lassitude désespérée. Elle s'est assise sur un banc de plastique, Samy endormi contre elle, le regard vide fixant le sol. Karim s'assied à côté d'elle. Sans réfléchir, poussé par un élan plus fort que la raison, il prend sa main. Elle est froide, tremblante. Elle ne la retire pas. Elle ne le regarde pas non plus. Mais ses doigts se referment faiblement autour des siens. Et alors, silencieusement, sans un sanglot, elle se met à pleurer. Des larmes lentes, continues, qui coulent sur ses joues creuses, traçant des sillons dans la poussière du chemin séché. Ce ne sont pas des larmes de la nuit présente seulement, mais de toutes les nuits passées,
de toutes les peurs contenues, de toute la fatigue accumulée pendant des années de solitude absolue. Karim ne dit rien. Il n'y a rien à dire. Il serre simplement sa main, partageant le poids de la nuit, le poids de la peur, le poids des années perdues. Pour la première fois, il n'est plus le sauveur distant avec son chéquier. Il est juste un autre être humain, assis dans un couloir d'hôpital, ayant peur pour son enfant. C'est une humilité radicale, et une connexion plus profonde que tout ce qu'ils ont pu connaître autrefois. Yanis est finalement pris en charge. Une infection sévère, une méningite suspectée puis écartée, un état qui nécessite une surveillance étroite. Il est hospitalisé pour plusieurs jours. Karim et Leila passent la nuit à son chevet, à tour de rôle, dans la chambre partagée avec 3 autres enfants. Karim apprend à donner le bain à un enfant malade et faible dans un lavabo étroit, à lire des histoires d'une voix monocorde pour l'endormir malgré le bruit environnant, à négocier avec les infirmières débordées pour un verre d'eau ou une couverture supplémentaire. Il est là, physiquement, dans la trivialité épuisante de la maladie. Il ne donne pas des ordres, il demande. Il n'achète pas un confort, il patiente. Au petit matin du 2e jour, la fièvre tombe enfin. Yanis, épuisé mais lucide, ouvre les yeux et murmure « Papa ». Le mot, dans ce contexte, n'est pas une question, mais une reconnaissance. Karim sent ses propres yeux se remplir de larmes, qu'il refoule. « Je suis là, mon grand. Je suis là ». L'enfant se rendort paisiblement. Leila, qui a sombré dans un sommeil d'épuisement sur la chaise inconfortable, la tête reposant sur le bord du lit, a le visage enfin détendu, les traces des larmes séchées sur ses joues. Karim la contemple un long moment. Il ne ressent pas le désir passionné de leur jeunesse. Il ressent quelque chose de plus complexe, de plus ancré. Un respect immense, une tendresse profonde mêlée de culpabilité, et un besoin viscéral, absolu, de protéger cette femme, ses enfants. De les protéger non pas avec de l'argent, mais avec sa présence. Une responsabilité qui s'est transformée, à travers l'épreuve partagée, en un choix de cœur. La convalescence d'Yanis est longue, mais elle scelle quelque chose d'indéfectible. Karim s'installe presque à l'hôpital, transformant un coin de la chambre en bureau improvisé, gérant ses affaires réduites au strict nécessaire par téléphone et ordinateur portable. Il apprend les gestes du soin, prendre une température, donner un médicament à l'heure précise, distraire un enfant cloué au lit. Un après-midi, alors qu'Yanis, en voie de guérison, dessine sur un cahier et que Leila est partie se reposer à l'hôtel que Karim a payé pour elle à proximité, l'enfant lève les yeux vers lui. « Tu resteras, cette fois ?» demande-t-il, sans préambule. La question est la même que celle de Samy, mais elle vient de l'aîné, de celui qui a davantage conscience des absences. Karim s'approche et regarde le dessin. C'est une maison. Pas la maison rénovée, mais une maison simple, avec une cheminée qui fume. Devant, 4 personnages schématiques, une femme en robe, 2 enfants plus petits, et un homme plus grand. Tous tiennent la main. Un soleil souriant brille dans un coin. Karim sent une émotion violente lui étreindre la gorge. Il prend le dessin. Oui, Yanis, dit-il, d'une voix qu'il parvient à maintenir stable. Je reste. Cette fois, je reste. C'est une promesse qu'il peut enfin formuler, parce que pour la première fois, il sait ce qu'elle signifie vraiment. Elle ne signifie pas des visites le week-end. Elle signifie tout. Les mois, puis les années, passent. Karim ne retourne jamais à son ancienne vie telle qu'elle était. Il ne réintègre pas son poste de PDG à temps plein. Il se réinvente. Il crée une fondation, puis un fonds de développement économique dédié à la région. Il investit dans l'école du village, fait construire une nouvelle annexe, recrute des enseignants supplémentaires, y installe une bibliothèque et une salle informatique. Il finance la réouverture et la modernisation du dispensaire, avec un infirmier permanent et une rotation de médecins. Il investit dans des projets agricoles durables, aidant les anciens de la coopérative à se relever. Il travaille beaucoup, mais son travail a désormais un sens concret, visible, lié à la terre et aux gens qui l'entourent. Il travaille de son bureau du village, au rythme des saisons et des cloches de l'école. Il n'est plus l'homme pressé et distant en costume. Il est le père de Yanis et Samy, qui l'accompagnent toujours à l'école le matin et aident le soir. Il est le voisin qui donne parfois un coup de main pour les réparations, qui participe aux fêtes du village, modeste, à sa place. Il est l'ancien de Leila, avec qui il partage le quotidien des enfants, les décisions, les joies et les soucis. Le pardon de Leila, quand il vient, n'est pas un événement spectaculaire. Il n'y a pas de grandes déclarations, de scènes de larmes réconciliatrices.
Il vient par petites touches, imperceptiblement, comme la mousse qui recouvre une pierre. Il vient le jour où elle lui apporte un café sans qu'il le demande, en posant simplement la tasse près de lui alors qu'il travaille sur son ordinateur. Il vient le jour où elle lui confie, sans méfiance, une facture de l'école à régler. Il vient le soir où, assis tous les deux sur le pas de la porte à regarder les enfants jouer au foot avec des copains dans le champ en contrebas, elle dit, sans le regarder, en suivant des yeux la course de Yanis, « Ils sont heureux, maintenant. » Il rit beaucoup plus. C'est le principal. C'est loin d'un conte de fées. Des cicatrices demeurent, profondes. Des silences parfois tombent entre eux, lourds de tout ce qui n'est pas dit, de toute la douleur passée. Leïla a sa propre vie, sa dignité farouchement retrouvée, son indépendance qu'elle tient à préserver. Elle ne dépend pas de lui, financièrement ou émotionnellement. Ils ne reforment jamais un couple au sens romantique du terme. Mais ils ont trouvé, patiemment, un équilibre fragile et précieux, une façon de faire équipe, d'avancer côte à côte, pour le bien des enfants qui sont leurs liens indestructibles. Ils sont devenus des alliés, des coparents, peut-être même, à force de traverser les épreuves ensemble, des amis profondément liés par un passé douloureux et un présent construit de toutes pièces. Karim a perdu un certain monde, le monde des paillettes faciles, du pouvoir absolu, de l'admiration sans nuance. Il a perdu Élise et le futur qu'ils avaient esquissé. Mais il en a gagné un autre, infiniment plus réel, plus ancré, plus vrai. Il a retrouvé son propre visage, non pas dans le miroir de ses succès, mais dans les yeux de ses fils. Il a appris que les seules choses qui valent vraiment la peine d'être construites ne se trouvent pas dans les clauses des contrats ni dans les chiffres des comptes en banque, mais dans la patience têtue du quotidien partagé, dans le courage douloureux de regarder en face les conséquences de ses actes, et dans la ténacité fragile qu'il faut pour reconstruire, brique après brique, jour après jour, ce qui a été brisé par la lâcheté et l'oubli. La dernière image n'est pas celle d'une grande réconciliation publique, ni d'un mariage restauré dans les fastes. C'est une image simple, banale même. C'est un soir d'été, plusieurs années après cette première rencontre sur le chemin poussiéreux. Un homme aux cheveux maintenant largement grisonnants, vêtu d'un simple polo et d'un jean usé, est assis à une grande table en bois rustique sous une treille chargée de vignes. Devant lui, un gâteau d'anniversaire maison, garni de fruits frais, avec 12 bougies qui crépitent doucement. Deux adolescents, Yanis et Samy, grands maintenant, le visage ouvert et rieur, se chamaillent gentiment pour savoir qui soufflera en premier. Une femme, Leïla, sourit en apportant des verres de citronnade. Ses yeux, toujours aussi noirs, ont perdu une grande partie de leur lassitude ancienne. On y lit une sérénité fatiguée mais réelle. Elle échange un bref regard avec l'homme. Ce n'est pas un regard d'amoureux, mais un regard de complice, de parents qui ont traversé une tempête et en sont sortis, non pas indemnes, mais solidaires. Un regard où se lisent des années de silence, de peine, de colère rentrée, puis de patience, de petits gestes, et finalement, d'une paix conquise de haute lutte. L'homme, Karim, se lève, entoure de son bras les épaules de ses deux fils, et ensemble, ils soufflent les bougies sous les encouragements de Leïla. Il n'a plus sa limousine ni son empire tel quel. Il a dirigé sa fondation vers une autonomie, il siège à des conseils d'administration à distance, il a une vie professionnelle riche mais différente. Mais il a quelque chose qu'il ne pouvait ni acheter, ni négocier, ni conquérir par la force, sa place. Une place à cette table, sous cette treille, dans ce jardin. Une place qu'il a dû gagner non par l'argent ou le pouvoir, mais par la constance obstinée, l'humilité apprise à la dure, et l'acceptation totale d'une vérité longtemps, désespérément fuie. La leçon est là, simple, universelle, et dure comme la pierre du chemin. On peut toujours se perdre. On peut s'égarer très loin, dans les mirages du succès et l'oubli de soi. Mais on peut aussi, parfois, se retrouver. À une condition. À la condition d'accepter de payer le prix fort. Le prix de son propre regard dans le miroir, sans phare. Le prix du temps perdu, irrémédiablement. Le prix de la honte à avaler, de la fierté à briser. Et surtout, le courage de poser un nouveau pas, chaque jour, sur le chemin du retour, même quand ce chemin est long, pénible, et semé des épines du regret et du regard des autres. La rédemption n'est pas un pardon accordé par autrui, c'est un chemin qu'on trace soi-même, à force de présence minuscule, d'actes concrets, et du silence qui peu à peu cesse d'être un gouffre pour devenir un terrain d'entente.